Je voudrais vous dire quelque chose que je juge essentiel avant même que nous commencions. J'ai 67 ans. J'ai passé 34 années de ma vie à enseigner la littérature anglaise en classe de 5e, à Lexington, dans le Kentucky. J'ai lu davantage d'histoires que la plupart des gens n'en liront en une vie entière. Et je peux vous affirmer avec une certitude absolue que la leçon la plus claire que j'ai jamais tirée de toutes ces histoires, celle qui m'a le plus profondément marqué, est la suivante. L'instant précis où une personne cesse d'attendre d'être traitée avec dignité est l'instant où elle commence à s'effacer. J'ai failli disparaître complètement. Pas de manière spectaculaire. Non. De cette façon lente et silencieuse où l'on se réveille un matin pour réaliser que l'on n'a pas pris une seule décision pour soi-même depuis 18 mois. Voici l'histoire de comment j'ai cessé de m'effacer. Mon mari, Raymond, nous a quittés il y a 3 ans, un matin de janvier, d'un arrêt cardiaque soudain. Il avait 69 ans. Nous étions mariés depuis 41 ans. Et je ne crois pas avoir vraiment compris, avant qu'il ne disparaisse, à quel point mon sentiment quotidien d'identité s'était construit autour de ce nous. Ce mot « nous », l'architecture de deux êtres qui se connaissent si parfaitement que la moitié de vos pensées habite dans la tête de l'autre. Après la mort de Raymond, j'ai erré dans notre maison de Lexington pendant 7 longs mois. La maison était trop silencieuse, et j'étais moi-même trop pleine de chagrin pour faire quoi que ce soit d'utile de ce silence. Mon fils, Garrett, m'appelait chaque semaine. Il s'inquiétait pour moi, disait-il. Lui et sa femme, Cecilia, possédaient une grande maison à Crestwood. Ils avaient un sous-sol aménagé, avec une entrée séparée, une salle de bain complète, beaucoup d'espace. Il me dit « Maman, viens t'installer avec nous pour un moment, le temps de te remettre d'aplomb. » Je veux que vous entendiez bien ces mots. Viens t'installer avec nous pour un moment. Le temps de te remettre d'aplomb. Parce que je veux que vous gardiez ces mots en mémoire, pour les confronter à tout ce qui s'est ensuivi. J'ai loué ma maison de Lexington pour générer quelques revenus. J'ai pris ce dont j'avais besoin. Et j'ai pris la route de Crestwood, animé de cet espoir particulier que la douleur produit parfois. Cette conviction tendre et irrationnelle que le fait d'être proche de sa famille comblera le vide laissé par la perte. Le sous-sol était propre, il disposait de sa propre entrée. Cela était vrai. Mais c'était aussi, et je le dis de la manière la plus précise possible, une cave. Des murs de béton peint en beige, une petite fenêtre au niveau du sol qui laissait entrer une fine bande de lumière l'après-midi, et rien d'autre. Chaque matin, je montais les escaliers de la cave et j'entrais dans la maison principale par la cuisine. Cecilia avait une manière très précise d'organiser sa cuisine. Une esthétique très spécifique. Tout devait venir d'une époque différente, ou du moins c'est le mot qu'elle utilisait. Je préfère simplement une certaine esthétique, Norma. Disait-elle sur ce ton que les gens emploient pour des choses qui sont censées mettre fin aux conversations. Je souhaite m'arrêter ici pour dire quelque chose, directement, à quiconque vit actuellement en famille dans une situation qui ne semble pas tout à fait juste. Soyez attentifs aux petits signaux. Pas aux grands moments dramatiques, ceux-là sont généralement évidents. Faites attention aux petits. À la façon dont quelqu'un range ce que vous venez de ranger. À la manière dont vos préférences sont toujours formulées comme un problème à résoudre. À la façon dont vous commencez à vous déplacer avec plus de précaution dans un espace, plus petite, plus silencieuse, comme une invitée qui serait déjà restée trop longtemps. Ces signaux-là, je les ai ignorés pendant 2 ans. Le rythme de ces 2 années, pour être honnête, c'était surtout moi qui me rendais utile. Je préparais 3 ou 4 dîners par semaine parce que Cecilia rentrait tard et que Garrett ne cuisinait pas, et que leur fils Tyler, mon petit-fils, qui avait 19 ans à mon arrivée, puis 20, puis 21, avait besoin que quelqu'un maintienne un peu de structure dans la maison. Je faisais les courses, parce que personne d'autre ne faisait de liste. Je nettoyais les parties communes, parce que voir la poussière s'accumuler me dérangeait plus que cela ne semblait déranger les autres, apparemment. Après le départ de son père, j'avais dû apprendre à faire beaucoup de choses seul. J'avais dû m'enseigner à moi-même des tâches que Raymond gérait sans jamais se plaindre. Payer certaines factures, gérer certains papiers administratifs. J'étais capable de bien plus de choses qu'il ne m'en donnait l'espace pour le faire. Mais dans cette maison, dans ce sous-sol qui n'était pas tout à fait un foyer, capable signifiait simplement disponible. Et je l'ai laissé faire. C'est la partie avec laquelle j'ai le plus de mal à vivre. Personne ne m'a forcé à préparer ces dîners. Personne ne m'a obligé à récurer cette cuisine. Ce qui est arrivé, si lentement et si graduellement que je ne l'ai même pas remarqué, c'est que j'ai troqué mon chagrin contre l'utilité. Et j'ai ensuite laissé l'utilité devenir la totalité de ce que j'offrais et de ce que je valais dans cette maison. Tyler a eu 22 ans en mars. Cecilia préparait quelque chose depuis des semaines. Je le savais parce que la maison avait cette énergie particulière et électrique d'une femme en mission. Des appels téléphoniques mystérieux, des réservations imprimées laissées sur le comptoir, une nouvelle tenue achetée et longuement discutée.
Un restaurant en centre-ville. Pas n'importe lequel. Le genre d'endroit avec un menu à prix fixe, une liste d'attente et un code vestimentaire. Je n'y ai vu aucun mal. Je supposais que j'étais invité. J'ai même commencé à réfléchir à ce que j'allais porter, quelque chose de discret et d'approprié, mais quand même un peu spécial, parce que j'aime Tyler. Et j'aime célébrer les personnes que j'aime. Ce sentiment, l'anticipation, cette petite chaleur d'un événement à attendre avec impatience, je ne l'avais pas ressenti depuis longtemps. Le matin de l'anniversaire de Tyler, je suis monté des escaliers de la cave et j'ai demandé à Cecilia à quelle heure nous partions. Elle m'a regardé avec cette expression particulière que j'avais déjà vue. Celle qui est soigneusement composée pour paraître neutre. « Oh » a-t-elle dit, « c'est plutôt une sortie en famille. Juste nous et les Henderson. » Les Henderson étaient la sœur de Cecilia et son mari. Je me suis dit que tu serais plus à l'aise ici. Tu n'aimes pas vraiment les foules. Je n'ai, en 67 ans, jamais dit de moi que je n'aimais pas les foules. Je n'ai jamais dit cela, je n'ai jamais été cela. Mais j'ai reconnu ce que c'était. C'était l'explication déjà préparée. Celle que l'on donne à quelqu'un lorsque la décision a déjà été prise et que l'on a besoin qu'il ou elle ait l'impression qu'elle a été prise dans son intérêt. J'ai dit, bien sûr. Passez une excellente soirée. Ils sont partis à 18h30. À 18h42, mon téléphone a vibré. Un message de Gareth. Et maman, tu peux ranger un peu avant de te coucher? On rentrera plus tard avec des invités et la cuisine est un peu en désordre. Merci. J'ai lu ce message 3 fois. Debout dans la cuisine que j'avais déjà nettoyée 40 fois. Dans une maison où je vivais au sous-sol. Le soir de l'anniversaire de mon petit-fils, auquel je n'avais pas été invité. Et quelque chose s'est passé en moi alors. Quelque chose qui est difficile à décrire. Si ce n'est que cela ressemblait à une porte qui se ferme. Pas violemment. Dousement. Comme une porte se ferme quand personne ne regarde. Je veux que vous entendiez ceci aussi, car je pense que c'est important. Le message n'était pas haineux. Gareth l'a probablement tapé sans réfléchir. De la manière dont on demande un service à quelqu'un qui n'a jamais dit non. C'est ce qui arrive quand on n'a jamais dit non. Les gens autour de vous cessent de demander. Ils supposent. Et un jour, la supposition arrive sous la forme d'un message texte alors que vous êtes debout, seul, dans une cuisine, le jour de l'anniversaire de votre petit-fils. Et vous réalisez que vous vous êtes laissé réduire à une fonction. Une fonction très utile. Disponible à court préavis. Je suis resté là un moment. Peut-être 10 minutes. J'ai regardé la cuisine qui, honnêtement, n'était pas si en désordre. Quelques affaires dans l'évier et des boîtes de céréales sur le comptoir. J'ai pensé à la nettoyer. J'ai vraiment envisagé de le faire, ce qui vous dit tout sur l'état où j'étais arrivé. Puis, je suis descendu les escaliers de la cave et j'ai commencé à faire mes valises. J'ai fait mes valises calmement, pas avec la frénésie de quelqu'un qui prend une décision sous le coup de la colère, mais avec la lenteur délibérée de quelqu'un qui a pris une décision et se contente de l'exécuter. 2 valises. La boîte contenant les papiers et les affaires de Raymond que j'avais apportées avec moi et que je n'avais pas encore pu ouvrir. Mes livres, les bons. Mon manteau d'hiver. Les photographies. Tout ce qui était à moi, ce qui n'était pas grand-chose parce que j'étais arrivé avec très peu. Cela m'a pris environ 1 heure. Puis je suis remonté et j'ai nettoyé la cuisine. Chaque surface. Pas parce qu'on me l'avait demandé, mais parce que je voulais laisser cette maison exactement comme elle méritait d'être laissée. Propre, ordonnée et finie. J'ai laissé un mot sur la table de la cuisine. 4 phrases. J'espère que Tyler a passé un merveilleux anniversaire. La maison est propre. J'ai pris mes affaires. Je n'aurai plus besoin du sous-sol. J'ai chargé ma voiture en 2 voyages, silencieusement car il n'était pas encore 20 heures et que les lumières des voisins étaient encore allumées. Puis j'ai repris la route vers Lexington. J'ai conduit jusqu'à Lexington en me sentant étrangement calme. C'est le seul mot qui convient. Pas engourdi, pas en colère. Calme. Le calme particulier qui survient quand quelque chose qui a été faux pendant longtemps est enfin terminé. Ils sont rentrés après minuit. Je le sais parce que Gareth m'a appelé à minuit 47, laissant un message vocal que je n'ai écouté que le lendemain matin. J'avais dormi, vraiment dormi, dans mon propre lit, dans ma propre maison. Mon locataire était parti le mois précédent et je ne l'avais tout simplement pas reloué. Pour la première fois en 2 ans sans le poids du foyer de quelqu'un d'autre qui pesait sur moi. Son 2e appel est arrivé à 8h15 le lendemain matin. J'ai laissé sonner. Son 3e, j'ai répondu. Il ne criait pas, ce qui m'a surprise. Il avait l'air, plus que tout, confus. Comme si la situation ne lui inspirait rien d'autre que de l'incompréhension. « Maman, on est rentré et toutes tes affaires avaient disparu.
On ne savait pas quoi penser. Comme si le mot n'avait pas été assez clair. Je lui ai dit que j'étais retourné dans ma maison. Je lui ai dit calmement, sans drame, parce que c'est la seule manière que je connaisse d'avoir des conversations difficiles. Il a dit ce que les gens disent toujours dans ces situations. Il a dit que Cecilia n'avait rien voulu dire par là. Que j'avais mal compris. Il a dit « Pense à ce que cela va faire à Tyler ». Et cette dernière phrase, c'était celle qui était conçue pour m'atteindre, parce qu'il savait que j'aimais Tyler. Et cela aurait fonctionné autrefois. Cela aurait fonctionné pendant toute la première année, probablement la majeure partie de la deuxième. Mais j'avais eu une nuit de vrai sommeil et un matin de vrai silence, et un cerveau qui, pour la première fois en 2 ans, fonctionnait sans s'excuser. Alors, j'ai dit ce que je pensais. Je ne passe pas une audition pour faire à nouveau partie de votre famille, Garrett. Je fais déjà partie de cette famille. Et j'ai décidé que faire partie de cette famille signifie vivre dans ma propre maison, à mes propres conditions. Cela ne nécessite l'approbation de personne, y compris la tienne. Il est resté silencieux un long moment. Puis il a dit « Je ne savais pas que tu te sentais comme ça. » Je sais, ai-je dit. C'était aussi cela, le problème. J'ai retrouvé la boîte que j'avais évitée pendant des mois, environ 3 semaines après mon retour. Les papiers de Raymond, les choses que je n'avais pas pu regarder dans le brouillard de la première année de deuil, et que je n'avais pas eu le temps de regarder ensuite, dans la distraction de Crestwood. Je me suis assise avec elle sur ma table de cuisine un samedi après-midi, avec un café. De la manière dont on s'assoit avec les choses qui comptent. Il y avait des lettres, des photographies, l'architecture ordinaire d'une longue vie. Et il y avait des documents. Des documents financiers dont j'avais entendu parler d'une manière générale, mais que je ne m'étais jamais assise pour comprendre. Raymond avait été, tranquillement et sans aucun faste, un homme prévoyant. Il avait des comptes dont je n'avais pas suivi l'existence. Un petit portefeuille d'investissement. Une assurance vie dont j'avais connaissance, mais avec laquelle je ne m'étais jamais engagé parce que c'était le domaine de Raymond. Et je lui avais fait entièrement confiance, et après sa mort, je n'avais pas été capable d'y penser sans que cela ne devienne du chagrin. Alors je ne l'avais tout simplement pas fait. Je ne vais pas vous donner un chiffre, parce que cette histoire ne parle pas d'argent. Ce que je dirais, c'est que ce que j'ai trouvé dans cette boîte a changé ce qui était possible. Pas de manière spectaculaire, pas du jour au lendemain. Mais cela a changé ce avec quoi je travaillais. Et cela m'a rappelé que j'avais toujours travaillé avec bien plus que ce que je m'étais autorisé à croire. Assise à cette table de cuisine à Lexington, avec les papiers de Raymond étalés devant moi, dans la lumière de l'après-midi qui entrait par une fenêtre qui n'était pas au niveau du sol, j'ai pensé, voilà à quoi ressemble le fait de vivre réellement. Pas de survivre au jour le jour. Pas d'être utile dans la maison de quelqu'un d'autre. Vivre. J'ai appelé un conseiller financier cette semaine-là. J'ai appelé une amie à qui je n'avais pas parlé depuis presque 2 ans. Je me suis inscrite à un cours d'aquarelle qui m'intéressait vaguement depuis des années et pour lequel je n'arrêtais pas de trouver des raisons de reporter. J'ai recommencé à faire des promenades en soirée dans mon quartier, lentes et délibérées. Comme je le faisais avant que Raymond ne meure et avant que Crestwood n'avale mes matins. Garrett et moi avons atteint quelque chose que je n'appellerais pas une résolution, mais que j'appellerais une honnêteté. Il m'a rappelé en mai. Cette fois sans que Cecilia ne l'y pousse. Je pouvais faire la différence. Il a dit qu'il avait réfléchi. Il a dit qu'il était désolé. Pas le « désolé » de convenance que les gens offrent pour mettre fin à un conflit, mais quelque chose de plus lent et de plus inconfortable, qui ressemblait à une personne qui est en train de comprendre quelque chose. Je lui ai dit la vérité. Que j'avais aimé être près de lui et près de Tyler. Que partir n'était pas une punition pour qui que ce soit, que c'était une question de mon droit à prendre des décisions concernant ma propre vie. Des décisions qui n'avaient rien à voir avec son confort, ni avec les préférences de Cecilia, ni avec l'idée que quiconque se fait de ce dont une femme âgée a besoin pour être heureuse. Celle-ci m'appartenait. Elle m'avait toujours appartenu. Je les avais simplement oubliées pendant un moment. Nous parlons maintenant, différemment qu'avant, quand c'était surtout superficiel, plus prudemment. Je vois Tyler à son propre rythme, quand il vient dîner chez moi, ce qu'il fait plus souvent que je ne l'aurais imaginé. Il s'avère que Tyler et moi, nous avons toujours très bien fonctionné ensemble. C'était la maison dans laquelle nous vivions qui était le problème. Pas nous. Alors, voici ce que je sais maintenant, et c'est si simple que je veux faire attention à ne pas le rendre trop astucieux. Je vais juste le dire simplement. Chaque fois que vous vous faites plus petite pour vous adapter à une situation, vous apprenez à cette situation ce que vous valez. Et les situations, si on ne les conteste pas, continueront à croire ce que vous leur avez appris. Il faut quelque chose de tranchant pour interrompre cette leçon. Parfois, c'est un message reçu à 18h42 qui vous demande de nettoyer une cuisine que vous n'avez pas salie. Un soir où vous n'avez pas été invité à une célébration, dans une maison où vous vivez en sous-sol. Parfois, la chose la plus tranchante dans la pièce,
c'est finalement, silencieusement, de dire assez. J'ai conduit cette nuit-là sur l'autoroute avec toute ma vie à l'arrière de ma voiture, et j'ai allumé la radio, et je n'ai pas regardé dans le rétroviseur une seule fois. Ce n'est pas rien. Pour quelqu'un qui a passé 2 ans à se faire rétrécir pour tenir dans un sous-sol, c'est en réalité tout.